Donc, Finance Montréal. Alors, on est Finance Montréal? On est la grappe industrielle des services financiers du Québec. Donc, des grappes industrielles au Québec, là, on en a, je pense, aux dernières nouvelles, 9 ou 10. Donc, c'est vraiment des regroupements sectoriels. On en a pour la mode, le transport, le pharmaceutique, l'aéronautique. Nous, on est celle des services financiers. Notre mission, c'est de développer et promouvoir l'industrie financière du Québec par la concertation puis la mobilisation de l'écosystème. Donc, on est reconnu comme étant un carrefour de rencontres pour des acteurs financiers du Québec et de Montréal. Qui sont ces acteurs? Donc, rapidement, je vous montre un peu c'est qui nos membres. Alors, je suis pas mal convaincu que vous reconnaissez la grande majorité de ces logos. Alors, ça représente vraiment l'industrie financière québécoise, puis même canadienne. Donc, toutes les grandes banques à charte et notre coopérative favoris sont membres chez Finance Montréal, compagnie d'assurance, on a quelques membres au niveau de la technologie, le gouvernement, évidemment, parce que Finance Montréal est en partie financée par le ministère des Finances du Québec, mais aussi par nos membres que vous voyez à l'écran en ce moment. Donc, c'est vraiment un partenariat public et privé. Bon, les grands gestionnaires d'actifs, même les cabinets comptables et légaux, puis le régulateur que vous devez sans doute connaître encore mieux que moi, l'AMF. Donc, je voulais vous montrer rapidement, je trouve que c'est toujours intéressant de voir quelques chiffres clés, quelques chiffres macros sur l'industrie dont il est question. Alors, l'industrie des services financiers au Québec, ça représente là, à peu près 150 000 emplois, taux de chômage historiquement bas actuellement à 1,4 %, puis des salaires là, quand même pas mal plus élevés que la moyenne de l'ensemble des industries au Québec. Oui, l'industrie financière est concentrée majoritairement dans les grandes organisations que je viens de vous montrer, mais c'est quand même autour de 7 000 entreprises au Québec là, qui sont dans ce secteur-là, dont les grandes institutions et dont les startups fintech dont on va discuter aussi aujourd'hui. Donc, Finance Montréal, puis c'est qu'aujourd'hui, moi et Sébastien, on représente l'équipe FinTech, mais je voulais quand même vous donner un aperçu macro des autres choses qu'on fait à Finance Montréal. Donc oui, FinTech, innovation technologique, mais on a aussi des initiatives au niveau de la finance durable, puis du développement des talents et du développement international. Donc, par exemple, on a une équipe chez nous qui fait de la prospection internationale, donc qui travaille au quotidien à attirer des grandes institutions financières internationales à installer des opérations à Montréal. Donc voilà nos 4 grands champs d'action. Aujourd'hui, il est vraiment question de la FinTech. Donc, un petit historique sur nos différents projets, nos différentes initiatives dans le secteur de la FinTech pour vraiment créer cet écosystème à Montréal. Donc, en 2013, on a fondé le Forum FinTech Canada, qui est aujourd'hui, en fait, le plus grand événement FinTech au pays, qui a lieu à Montréal chaque année depuis 2013. Donc, dernière édition en 2019, plus de 2500 participants. Dans 2021, on a fait une édition virtuelle à 100%, puis 2022, on devrait être de retour en personne, mais quand même avec un volet web. Donc, on a aussi fondé la chaire FinTech en collaboration avec l'AMF et le GUQAM, donc une chaire de recherche. La station FinTech, donc ça, c'est vrai, c'est relativement nouveau. On a ouvert en décembre 2019, puis on va vous en donner un petit peu plus de détails par rapport à ça. Mais c'est vraiment un espace là, de 25 000 pieds carrés au centre-ville de Montréal, à la place Ville-Marie, qui est dédié 100% aux startups FinTech. Pas juste du Québec, principalement du Québec, mais on en a certaines internationales aussi. Puis finalement, en 2021, on a fondé l'accélérateur Station FinTech. Donc, on a notre hub physique, mais à l'intérieur de ça, on met des programmes, des services pour supporter les startups dans leur développement. Donc, encore quelque chose qu'on va discuter un peu davantage tout au long de la présentation. Donc, là voilà la fameuse station FinTech. Alors, c'est au 4 Place Ville-Marie. C'est le building que vous voyez en haut à droite, puis la réception. Donc, c'est une vraie image. Je tiens toujours à le spécifier parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un rendu 3D, mais non, c'est vrai, bel et bien la station FinTech. Quand les portes d'ascenseur s'ouvrent, c'est ce que vous voyez. La réception.
Donc, la station FinTech, c'est vraiment, oui, on loue des bureaux à des startups FinTech, on leur fournit des services pour les supporter, mais on n'est pas un coworking. C'est pas ça notre mission de louer du bureau. C'est vraiment un outil dont on s'est doté pour supporter le développement de l'écosystème FinTech au Québec. Donc, 25 000 pieds carrés, seulement des startups FinTech qui sont admissibles. On a 144 bureaux au total là, dans toute la station sur 2 étages, 10 bureaux fermés, des salles de rencontre, plusieurs programmes pour aider les startups. On organise beaucoup d'événements aussi. En plus de la grande conférence, on organise plusieurs événements de maillage, entre autres, pour mettre en relation les startups avec nos membres, des grandes institutions. C'est beaucoup ça qui viennent chercher chez nous. Puis, on fait beaucoup de partenariats avec d'autres organisations là, pour servir nos locataires, dont nos membres, mais aussi l'espace CDPQ que vous connaissez peut-être à Montréal, qui est un hub d'investisseurs en capital de risque. Sébastien va vous parler du portrait du capital de risque un peu plus tard. Donc, voici les 25 startups actuellement qu'on a à la station. Donc, c'est vraiment qui ont chacune une présence physique à la station FinTech, donc OH, qui est là avec nous à la station. Ont aussi d'autres bureaux à Québec, mais un pied à terre là, à la station FinTech dans la communauté à Montréal. Donc, je voulais vous montrer un peu toute l'étendue de l'écosystème. Certaines initiatives en FinTech, puis j'ai ajouté ESG parce que l'ESG est un thème de plus en plus, qui résonne de plus en plus auprès de nos membres, puis qui a un lien vraiment avec la FinTech. Donc, l'ESG, c'est environnement, social, gouvernance. Donc, c'est l'intégration de ces facteurs-là dans la prise de décision des entreprises. Donc, souvent, c'est surtout le E dont on entend parler, donc le volet environnemental, la finance durable, mais le social avec tout ce qui est diversité et inclusion, la gouvernance avec ce qui est, entre autres, la gestion des renseignements personnels, la cybersécurité, ça rentre dans ce volet-là. Donc, on a 2 grandes conférences, le Forum FinTech Canada dont je vous parlais et aussi le sommet de la finance durable qu'on a créé l'année dernière à la demande des acteurs de l'industrie. Plusieurs programmes, donc l'accélérateur Station FinTech, le PNQF, qui est un programme où on aide des entreprises du Québec à s'exporter vers la France et des entreprises de la France à s'exporter vers le Québec, en FinTech toujours. On organise beaucoup de missions commerciales. Évidemment, depuis 2 ans, on n'en fait pas. On a bien hâte que ça reprenne. Ça devrait reprendre cette année. Puis aussi, on a coordonné, j'ai mis le logo de l'IFRS en bas, parce qu'on a coordonné l'effort d'action de l'ISSB à Montréal. Donc, ça a été annoncé l'automne dernier que l'ISSB, qui est le International Sustainable Standard Board, donc qui est un dérivé de la fondation des IFRS, qui décide des normes comptables internationales, ben là, ils fondent l'ISSB qui va décider des normes internationales au niveau de l'investissement responsable. Et Montréal a le co-bureau chef avec Munich. Donc, puis cet effort d'attraction-là a été coordonné par Finance Montréal. Donc, on est bien fiers d'avoir réussi à attirer cette organisation-là internationale à Montréal. Puis finalement, la déclaration du Québec pour une finance durable. Donc, encore là, on a regroupé plus de 20 institutions financières canadiennes qui regroupent plus de 900 milliards d'actifs sous gestion à prendre des engagements concrets pour la mise en place là, de la prise en compte des facteurs ESG dans leurs décisions d'investissement. Donc, le Québec, on veut vraiment se positionner comme un leader sur ces questions-là. Et c'est pourquoi notre dernière cohorte, notre deuxième et la plus récente cohorte d'accélérateur qu'on a fait est une cohorte FinTech, mais ESG Finance Durable. Donc, les 8 startups qu'on a regroupées, dont on vous parlait un peu plus tard, c'est tous des startups FinTech, mais qui travaillent sur les enjeux, des solutions qui répondent aux enjeux ESG. Donc, pour la suite, j'espère que ça me met bien à table. Pour la suite, je vais laisser la parole à Sébastien, qui va commencer par nous présenter un peu là, tout. Oui, on a l'écosystème des membres, des startups, mais il y a un autre gros écosystème tout autour de nous. Alors, Sébastien, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Merci Mathieu. Surtout, merci Marc et à la Faculté de droit là, de l'invitation. C'est apprécié.
Retour aux sources pour moi. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme on le dit, une image vaut 1000 mots. Voici notre écosystème en FinTech au Québec et surtout à Montréal avec lequel on travaille. Voici l'ensemble des intervenants. Fait qu'on trouvait ça important au niveau de la FinTech de déjà vous situer au niveau de l'écosystème, ensuite de ça, voir certaines startups et certains paramètres et critères des startups et ensuite de ça, tomber avec Jean qui va nous expliquer sa réalité au niveau de Coach. Peut-être un mot sur l'écosystème. Notre écosystème en FinTech, mais aussi technologique au Québec est relativement, je vais dire, récent là, en termes de son développement. Si on monte à 15-20 ans, on a vu commencer à avoir là, un plus grand nombre, je veux dire, de fonds d'investissement, aussi de nouvelles startups technologiques qui se créaient au Québec et à Montréal. Et c'est vraiment une bonne chose. Par rapport à notre degré de maturité, puis des fois, vous pouvez voir les rondes de financement ou l'évolution des entreprises, prenez en considération que, par exemple, les entreprises de la vallée de la Californie ou la vallée de la Californie a peut-être un historique d'âge d'environ 60 ans. Et ça va peut-être surprendre certains, mais il y a 60 ans, quand on regarde les chiffres, le gouvernement américain et les États américains aidaient fortement la capitalisation par différents programmes dans différentes startups. Donc, au départ, il faut quand même un soutien de différents joueurs, mentors, joueurs gouvernementaux qui vont supporter l'écosystème parce que c'est souvent un écosystème qui, je vais le dire dans mes mots, n'est pas profitable, que les gens prennent de l'expérience et que les gens vont apprendre et que les mentors vont se développer dans les différentes startups. C'est important de mettre la table à ce niveau-là parce que notre écosystème en FinTech, c'est ce qu'elle a vu comme évolution d'une certaine façon au cours des 15 dernières années. Et quand vous regardez le portrait de l'ensemble de ces logos-là, pour bâtir un écosystème, c'est vraiment l'enjeu de la pyramide, mais il faut des centres de recherche, il faut des universités, il faut aussi du capital à chacune des étapes, que ce soit à l'étape seed, série A, série B, puis même late stage dans l'approvisionnement puis la source de fonds des différentes startups. Sans ça, il y a des chaînons manquants et sans ces éléments-là, vous avez une pyramide qui ne se tient pas carrément et qui ne permet pas l'évolution, l'adaptation des différentes startups avec lesquelles qui sont présentes sur le territoire de Montréal ou au Québec. Mathieu, je vais être obligé de passer par toi pour la prochaine étape. Merci. Donc, dans le cadre de nos programmes à l'intérieur de la station FinTech, c'est important pour nous d'aider et de supporter les différentes startups. Puis pour supporter les différentes startups, il faut être capable d'être en mesure de faire des liens, des relations, ouvrir des portes, tant au niveau commercial qu'au niveau technologique pour ces gens-là. Donc, on a créé puis on a fait évoluer différents programmes au fil du temps pour faire en sorte qu'il y ait une collaboration qui soit faite avec les grandes entreprises pour que des startups travaillent sur des vrais enjeux puis des vraies opportunités d'affaires. Et c'est ce qu'on a fait à l'intérieur du programme d'accélération pour faire en sorte que ces startups-là puissent interagir avec les différents défis de ces entreprises-là, mais puissent, dans certains cas aussi, apprendre à connaître la réalité d'une grande entreprise, apprendre aussi à avoir accès à certaines données dans certains cas pour faire évoluer leur propre start-up. Si on va à la étape suivante, je reviens un peu au niveau des principaux investisseurs en FinTech. Comme vous savez, les logos à gauche que vous voyez, Luge, Portage, évidemment, sont des grands joueurs au niveau de l'investissement FinTech, tant au niveau de démarrage et au niveau de croissance. Donc, c'est assez récent que Luge a été créé. On parle d'environ 5 ans que Luge a été créé. Portage, évidemment, c'est l'équipe de Sagar et l'équipe de Power Corp qui sont en arrière de Portage. Quand vous regardez l'entreprise, par exemple, Wealthsimple, Portage est en arrière de Wealthsimple et ils ont aussi un programme pour supporter l'accélération de start-up et ensuite faire des investissements. Ça, c'est un volet.
Oui, les choses évoluent. Évidemment, il y a d'autres joueurs. Je n'ai pas pu insérer l'ensemble des logos, mais vous pouvez avoir des joueurs comme Ange Québec qui sont présents, White Star, Panache qui sont présents et aussi d'autres joueurs institutionnels. Évidemment, les banques ont souvent pas juste de l'intérêt au niveau innovation auprès de ces startups-là, mais aussi un intérêt au niveau de l'investissement. Donc, par exemple, l'équipe de la Banque nationale a un bras de capital de risque qui s'appelle NA Venture et évidemment, Desjardins, qui est présent partout sur le territoire québécois et membre de Finance Montréal, comme la Banque nationale, ont aussi des programmes pour supporter les startups, mais aussi pour investir dans les différentes startups. Évidemment, First Capital, que vous voyez le logo à droite, est un joueur qui était présent depuis une bonne dizaine d'années. D'ailleurs, ça me permet de vous dire, si vous voulez en apprendre plus sur l'évolution de la FinTech au Québec, dans le cadre du dernier forum FinTech Canada à Montréal au mois d'octobre, on a fait une série sur l'évolution de la FinTech au Canada. Donc, ça va vous permettre en 4 podcasts d'en apprendre davantage et on a eu beaucoup de plaisir, puis c'est fort intéressant. Il y a aussi Alt Exchange qui est présent sur le territoire montréalais, qui fait de l'investissement aussi dans des startups en FinTech. Donc, le nombre d'investisseurs pour des petites FinTech augmente et le nombre de capitaux, évidemment, pour l'investissement progresse. Si on y va sur un angle, pour la prochaine acétate, sur l'angle des startups, pour qu'une startup réussisse, elle a vraiment besoin d'investissement à tous les niveaux. Et là, quand je parle à tous les niveaux, c'est souvent une petite startup va se capitaliser par de l'argent de famille, je m'excuse, mais c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon. Ensuite de ça, elle va avoir des investissements aussi, des amis, des connaissances. Elle va avoir aussi droit à certaines subventions, bourses qui sont surtout octroyées soit par des entreprises, soit par les différents paliers de gouvernement. Et donc, une startup se capitalise surtout au départ de cette façon-là. Comme on dit dans le jargon bootstrap, ça veut dire qu'elle va essayer de vivre avec ces sommes-là pour la première, la deuxième année de son existence. Elle va se préparer aussi pour les prochaines levées de ronde. Et elle a surtout besoin beaucoup durant cette période-là d'accompagnement, de mentors, et elle va toujours essayer de développer ou de tester sa technologie auprès d'un partenaire stratégique ou d'autres types de partenaires. Donc, une startup en FinTech n'est pas différente d'une autre startup technologique du fait qu'elle a aussi, puis là je dirais surtout par les temps qui courent, des défis de talent. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de gens hyper qualifiés, que ce soit en informatique, en TI, en intelligence artificielle, en programmation. Et la recherche de talent pour ces entreprises-là n'est pas toujours évidente. Elle se doit, dans certains cas, de les rémunérer, je dirais, par un mix soit d'options et de salaire, ou soit, évidemment, d'actions ou, évidemment, de salaire. La concurrence est forte. Là, je vais dire un mot au niveau du talent. Mathieu et moi, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on ait des membres ou des joueurs des startups qui cherchent du talent, qui cherchent des nouveaux équipiers. C'est un sérieux, je dirais, frein à la croissance de ces startups-là parce que souvent, ils n'ont pas le niveau de rémunération qui sont en mesure de donner, qui sont en mesure d'offrir à des nouvelles personnes, à des nouveaux employés. Donc, ça peut être vraiment un frein à leur croissance. Au niveau des modèles, au niveau des entreprises technologiques, il y a des gens qui m'ont posé des questions. Est-ce que tu peux parler du modèle SaaS? Oui, je peux parler du modèle SaaS. Ce n'est pas si complexe que ça. C'est souvent, quand on monte dans le temps, les startups technologiques essayaient de vendre un produit. Le cycle de vente était long et souvent, les efforts à mettre pour avoir un acheteur étaient très, très, très difficiles. Le modèle SaaS fait en sorte ça le dit, Software as a Service. On veut faire en sorte qu'une entreprise développe un logiciel ou une plateforme pour laquelle l'acheteur, par exemple, va payer un certain montant par mois et va pouvoir profiter d'une plateforme. La meilleure plateforme que je
peux vous donner comme exemple, c'est que si vous êtes un petit commerçant, un petit fournisseur, par exemple, c'est impossible pour vous développer toute une plateforme de suivi des stocks, de suivi des fournisseurs, des inventaires, de ce que vous avez sans payer des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers de dollars. Ce que les gros peuvent faire, exemple, vous voyez plusieurs détaillants qui peuvent avoir leur propre plateforme. Donc, si quelqu'un développe pour vous le même type d'outil avec plusieurs applications et que vous payez 20 $ par mois, par exemple, bien, c'est évident que vous allez avoir un avantage et que vous allez trouver le coût quand même moindre. Donc, ces entreprises-là, c'est vraiment un exemple concret que je vous donne, ces entreprises-là développent un logiciel avec des applications et leur but, c'est d'augmenter leur masse de consommateurs et de clients sur ces plateformes-là, du fait que si vous en perdez, bien, vous allez perdre 20 $ par mois, mais plus vous en gagnez, plus vous allez avoir, d'une certaine façon, une masse critique qui va augmenter de plus en plus et tous vos efforts vont être déployés pour acquérir un nouveau consommateur et toutes les métriques dans le milieu vont être faites pour dire combien tu dépenses pour acquérir un nouveau consommateur. Donc, ce modèle SaaS-là, par exemple, est utilisé par des entreprises comme Lightspeed, qui est une compagnie publique, comme par Coveo et par d'autres aussi entreprises là, du milieu des FinTech. J'ai mis un point au niveau du revenu versus la profitabilité. Les entreprises technologiques, leur but premier, c'est d'augmenter leurs revenus. Leur jalon de création de valeur, pour parler français, ils sont vraiment basés sur l'opportunité d'augmenter leurs revenus. La profitabilité vient vraiment en deuxième lieu. Et c'est pour ça que vous voyez, que ce soit des compagnies publiques ou des compagnies privées, leur objectif est de propulser les revenus tout en faisant en sorte que chaque coût d'acquisition soit le moins élevé possible. Et ces entreprises-là le savent, qu'elles soient privées ou publiques, leur, disons, comparaison n'est pas basée sur les bénéfices ou le BAYA, mais est basée beaucoup plus sur un multiple de revenus. Évidemment, ça peut faire, pour certains, gonfler de façon artificielle les valorisations de ces compagnies-là, mais que ce soit au Canada ou aux États-Unis et même en Europe, cette méthode-là de valorisation est retenue et c'est pour ça que vous voyez de plus en plus d'entreprises techno, que ce soit en FinTech ou purement en technologie, qui utilisent ce modèle-là. Le troisième point, c'est que la rigueur, le focus et réaliser le plan, et Jean pourra aussi vous en parler. Une start-up est d'abord et avant tout une entreprise. Et si quelqu'un vous dit le contraire, il a tort. Et je vous dirais que c'est encore plus difficile gérer et faire croître une start-up parce qu'il faut être extrêmement rigoureux. Il faut être vraiment focus sur son plan d'affaires. Et les entrepreneurs qui réussissent sont disons, des maîtres à réaliser et à opérationnaliser les plans, le plan que leur conseil d'administration a approuvé et le déployer. Donc, c'est des gens extrêmement focus, rigoureux, sérieux, et ceux qui réussissent, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'ils respectent ces critères-là et ils se font accompagner autant que possible par les meilleurs. Ils veulent avoir des bons partenariats technologiques et stratégiques et ils vont essayer de recourir aussi à de l'investissement qui peut être stratégique pour eux. Ils ne courent pas après l'argent pour l'argent, mais ils veulent avoir des joueurs stratégiques qui vont investir chez eux, mais qui vont aussi leur ouvrir des portes. Donc, ce qui est bon en FinTech est bon aussi pour les autres startups. Merci Mathieu. Au niveau de la FinTech puis de la tendance mondiale, ben, je vous dirais, il y a des chiffres qui ne demandent pas. Si on monte il y a 10 ans, en 2010, les 100 plus grosses FinTech représentaient 3 % du market cap par rapport aux 100 plus grandes banques. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, à la fin 2020, ces 100 plus grosses startups-là représentaient 38 % du market cap des 100 plus grosses banques. Donc, les startups et les sociétés FinTech attirent des capitaux. C'est un levier de développement économique important. On prévoit que le secteur des FinTech en sera un qui va avoir
une des plus fortes croissances. On parle d'un des 3 secteurs économiques qui va connaître une des plus grandes croissances en termes de main-d'œuvre. On parle de 20 de croissance de main-d'œuvre sur 5 ans. Donc, c'est vraiment un secteur qui est en fulgurante progression, autant au niveau de l'investissement qu'autant de l'achat de la part des grandes entreprises au niveau des technologies et eux-mêmes aussi réaliser des investissements. Les thématiques qui reviennent très régulièrement au niveau de la FinTech sont l'intelligence artificielle et l'intelligence augmentée. Là, ça me permet de faire un mot. L'intelligence artificielle, si on veut simplifier le tout, on peut vraiment le définir comme étant l'analyse du big data ou données massives en français pour en faire quelque chose de prédictif ou d'aide à la décision. Certains gestionnaires d'actifs aussi utilisent le mot intelligence augmentée du fait qu'ils veulent prendre des portions de leurs opérations et de faire en sorte que l'humain se fasse assister par l'analyse de la donnée pour augmenter, si vous voulez, l'intelligence. Donc, vous allez entendre les deux acronymes ou les deux dénominations. Évidemment, qui dit analyse de data, comme en FinTech, pour regarder les besoins, disons, du marché ou regarder les besoins de la clientèle, bien évidemment, tout ce qui s'appelle IA et évidemment le développement à Montréal via le BILA, entre autres, bien, je veux dire, ça prend de plus en plus son importance, soit en FinTech ou en technologie de l'information. L'autre secteur aussi qui a vu une super croissance durant la COVID, on assistait justement au mois de novembre à une conférence et il y avait des entrepreneurs en FinTech, ils disaient la meilleure chose qui nous est arrivée, malheureusement, on ne pense pas tous la même chose, c'est la COVID. Au niveau des paiements, puis au niveau des différentes applications de paiement, disons que le secteur des FinTech, selon les différentes études, on a gagné 3 à 5 ans de vitesse par rapport à ce qui se déployait dans les années passées. Donc, pourquoi? Parce que de plus en plus, on se rend compte que pour faire des paiements ou pour réaliser des paiements, que ce soit avec des institutions, des entreprises, des manufacturiers, ça a vraiment progressé de façon importante et la demande est là. On a parlé un peu de la cybersécurité par quelques statistiques. Marc en a cité au départ. La cybersécurité aussi va connaître une forte croissance dans les prochaines années. Évidemment, qui dit protection de données dit aussi gens qui sont mal intentionnés pour se procurer ces données-là. Et donc, les entreprises vont continuer à investir pour protéger ces données-là, pour notamment respecter les obligations des lois. Ça me permet de glisser un mot aussi sur le RegTech et le LegalTech. Ça aussi, c'est en progression. Tout ce qui s'appelle technologie de régulation ou de réglementation, évidemment, technologie liée au domaine juridique. Comme vous le savez, et je vous apprendrai probablement rien, le secteur commercial au niveau du légal, au niveau juridique, est un secteur, je dirais, conservateur et, disons, traditionnel. Oui, il y a de la technologie pour ces secteurs-là. Oui, ça va continuer à progresser, mais ce n'est pas un secteur qui progresse au même rythme que les autres. Voyez le secteur du Legal Tech comme une immense opportunité. Les bureaux d'avocats et même les différents centres de données de données ou de jurisprudence, vous pouvez nommer Sokige, ils sont assis sur des montagnes de données extrêmement importantes. Évidemment, avec ces données-là, pour une start-up ou pour n'importe quelle FinTech, c'est son matériel pour se développer. Donc, il se peut que dans les prochaines années, le secteur des Legal Tech voit un développement important parce que la donnée, on peut en faire vraiment quelque chose et on peut aider aussi le travail des juristes et des avocats. L'autre secteur en forte expansion est l'open banking. Évidemment, je vais glisser rapidement sur les cryptos et blockchain. Comme vous savez, aussitôt que vous parlez de paiement, ou aussitôt que vous parlez de favoriser l'échange de devises ou l'échange en termes de troc de marchandises ou de biens ou de services, la crypto a pris vraiment sa source dans ce besoin-là. Évidemment, Mathieu en a glissé mot, tout ce qui s'appelle ESG, environnement, social et gouvernance, est vraiment un secteur qui est en croissance. On est heureux que Montréal va pouvoir, disons, aider au développement puis à la croissance de ce secteur-là.
puis on pense qu'on est drôlement bien positionné. Donc, en terminant, je vous dirais, comme je l'ai mentionné, pour les différentes fintechs, les données sont clés dans leur développement. Ils cherchent à avoir des données, mais évidemment, toujours dans le respect des législations. Je vais glisser rapidement, puis peut-être qu'on pourra en venir là, avec les questions-réponses. Évidemment, toutes les grandes entreprises cherchent à se rapprocher, cherchent à investir, cherchent à s'approprier aussi de l'innovation qui est créée par les startups. Et l'un et l'autre peuvent se nourrir mutuellement. Et on verra au niveau des questions-réponses quel genre de relation ils ont. Donc, je terminerai ma présentation ici. Je vous remercie de votre écoute et je vais passer la parole à Jean. Merci beaucoup, Sébastien, Mathieu. C'était très informatif. Moi, j'ai personnellement déjà quelques questions, mais on va passer effectivement à la présentation de Jean, puis on ouvrira les questions-réponses par la suite. Alors, Jean, la parole est à toi. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Jean Leboutillier, président, fondateur de Coach. Mon objectif aujourd'hui, ça va vraiment d'être de vous présenter Coach, quel genre de problème on résout, avec quel genre de clients on fait affaire, puis comment nos solutions viennent soutenir des besoins importants en matière de protection des renseignements personnels. Je vais toucher à la fin aussi sur le projet de loi 64, puis la pertinence de Coach en lien avec ça. Parenthèse, Mathieu, tu as parlé de l'espace FinTech. Coach, on loue un bureau là-bas, puis c'est pas des menteries. L'espace est vraiment excellent là-bas, donc si vous n'avez pas eu la chance d'y aller ou si vous cherchez un espace pour faire des affaires, allez-y. Puis, Sébastien, tu viens de parler de SaaS. Coach, c'est un exemple de SaaS pour les entreprises. Notre solution, ça permet vraiment de livrer de la valeur en protection des renseignements personnels. Puis, je suis d'accord sur toute la ligne avec ce que tu as dit. C'est vraiment un challenge d'exécution. Les entrepreneurs qui ont du succès, ce n'est pas des visionnaires, oui, mais c'est vraiment des exécutants puis des gens qui sont capables de former des équipes puis de livrer des résultats. Donc, on va parler de Coach dans ce contexte-là. Ça va être un bel exemple, puis on va focuser sur la protection des renseignements personnels. Pour commencer, je veux parler du problème qu'on résout chez Coach. En ce moment, selon Gartner, 80% des données organisationnelles en entreprise sont non structurées. Ça représente un des plus gros angles morts en sécurité. Et la majorité des organisations n'ont aucune idée qui accède à ces données-là ou pire, qui les exfiltre. Et vous avez entendu parler des grosses brèches. Des fois, il y en a une à chaque semaine. Donc, c'est vraiment un challenge important à résoudre. Pourquoi c'est un challenge? Bien, premièrement, parce qu'on vit une pénurie de main-d'œuvre. Il n'y a pas assez de professionnels en cybersécurité. Les firmes s'arrachent le talent à des prix exorbitants. Je pourrais vous en parler. Puis deuxièmement, bien, aujourd'hui, les outils qui permettent de gérer la donnée ont été conçus il y a 20 ans. Ils ne sont pas à la hauteur des challenges modernes comme le travail à distance qui est arrivé soudainement et les volumes de données qu'on traite aujourd'hui. Ce n'est pas juste la technologie qui est obsolète, c'est qu'il y a des approches de sécurité elles-mêmes qui sont obsolètes. Souvent, on voit des espèces de notions du château fort qu'on va défendre. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui parce que les gens sont chez eux, dans la cuisine, avec un routeur chinois puis tous les problèmes que ça l'amène. Donc, ça amène un manque de visibilité sur les données sensibles puis les renseignements personnels et aussi beaucoup de pratiques ad hoc. Quand il y a des incidents en entreprise qui impliquent la donnée sensible, c'est la panique. Personne ne peut répondre aux questions. Tout le monde porte un habit de pompier pour éteindre des feux. Puis souvent, les gens se ramassent, moi j'appelle ça dans la petite salle. Il y a beaucoup de questions qui sont posées, mais on entend beaucoup de « je ne sais pas ». Ça coûte cher, ça crée du stress pour rien. Puis finalement, la grosse différence, c'est qu'avant, on pouvait faire absolument n'importe quoi avec des données sensibles clients. Tout le monde se souvient de Cambridge Analytica, de Facebook, mais aujourd'hui, la récréation est terminée. Il y a des obligations sérieuses. On ne peut plus fonctionner à l'aveuglette au niveau des données sensibles. Et on a mentionné la loi, le projet de loi 64. L'État québécois est un modèle international d'excellence avec cette nouvelle loi-là qui vise à moderniser la protection des renseignements personnels. Donc, probablement qu'il y en a plusieurs sur l'appel qui sont familiers avec ces enjeux-là, mais c'est un rappel important parce que c'est la raison d'être de Coach. C'est la raison que Coach existe et a du succès, c'est pour répondre à ces problématiques-là. Je vais finir pour ceux qui connaissent Gartner avec une quote qui a été ressortie récemment. Les programmes de gouvernance des données en entreprise qui n'incluent pas la gestion
des données non structurées vont échouer. Donc, nous, on est vraiment focalisé sur cette problématique-là de données non structurées. Puis, Coach, on est une entreprise québécoise. On a un siège social à la Ville de Québec, ce qui est quand même rare pour une start-up. Mais on regroupe des experts en cybersécurité, maîtrise, doctorat, certification à Montréal, aussi à Toronto. On a une équipe de 8 personnes aux États-Unis, New York, Texas, San Francisco. Donc, au total, environ 60 personnes. Et à la base, Coach, ça veut dire Québec-Ontario, avec H qui est la fonction cryptographique. Notre vision, c'est vraiment d'avoir une firme canadienne qui opère dans le corridor entre Québec et Toronto pour utiliser les meilleurs talents canadiens en vue de protéger notre donnée, on pourrait dire, indigène canadienne. On travaille avec des grandes firmes comme Desjardins, Beneva, CAA, principalement dans les secteurs financiers et d'infrastructures critiques, parce que c'est là où le besoin est le plus criant, puis c'est aussi là qu'il y a les ressources pour acheter des solutions comme Coach. Et là, on a aussi comme clients et partenaires des firmes comme KPMG, CGI, Deloitte. On travaille surtout avec eux au niveau du support pour nos clients, l'implémentation, la montée en compétences, l'opérationnalisation, parce que nous, on veut vraiment se focaliser sur la conception de solutions logicielles. On ne fait pas de service. Notre force, c'est le logiciel et le SaaS. Et toutes nos solutions sont homologuées SOC 2 type 2. Les données restent au Canada. Il y a plusieurs mesures là, importantes au niveau de la protection des données. On parlait d'investissement et de l'écosystème tantôt avec Sébastien. Notre croissance a vraiment été propulsée dans les 2 dernières années par des capitaux de risque. Donc, on a plusieurs investisseurs de renom, incluant par exemple des personnalités, le cofondateur de Shopify, cofondateur de Coveo, cofondateur de Square, des firmes professionnelles comme FinTop. Donc, on est vraiment bien positionné sur le plan de croissance. Puis, l'objectif, c'est de faire de Coach une firme de calibre international pour adresser ce problème-là global de la protection des données sensibles. Au Québec, on a une loi exemplaire. Donc, c'est logique de créer des solutions qui vont automatiser la mise en place de ces idées-là. Peut-être pour ceux qui ont une vue gouvernance, si on regarde d'un point de vue gouvernance avec un modèle standard ici, Coach, on vient vraiment automatiser la fondation de la gouvernance des données. Donc, on vient automatiser le suivi des données sensibles dans les systèmes d'information, les postes des employés, les disques. Et l'objectif, c'est de permettre à nos clients de focaliser toutes leurs énergies sur les couches comme le data stewardship, les politiques, les procédures, pour ultimement satisfaire la volonté du CA, des parties prenantes qui, eux, veulent éviter les brèches, les dommages réputationnels importants. Notre plateforme s'appelle Custodian en lien avec ça, parce que tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on automatise cette couche de data custodianship-là, qui est la fondation de la gouvernance des données. Et avec la plupart des clients, on parle concrètement de venir mettre en place la bonne fondation pour avoir une gouvernance qui va durer et qui va faire du sens. Dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, l'automatisation est aussi un facteur hyper important pour permettre de prendre les ressources limitées qu'on a et de les focaliser sur les politiques, la montée en compétences, etc. Notre plateforme Custodian qui est au centre, elle vise à centraliser la gestion du risque et aujourd'hui, on regroupe 2 types de capacités. À gauche, on fait de la découverte des données. À ce niveau-là, on est 10 à 50 fois plus rapide. Notre technologie est vraiment novatrice au niveau de sa performance. Puis, sans faire de blague, on a des clients qui, des fois, ça leur prend 6 mois avec des vieilles technologies à scanner le parc informatique. 6 mois du moment où ils appuient sur Go, puis ils ont un résultat. Alors, la rapidité aujourd'hui est hyper importante pour être capable d'avoir des réponses quand on en a besoin pour gérer son programme de sécurité. À droite, on fait aussi des menaces internes, puis à ce niveau-là, on amène une nouvelle visibilité au niveau de qu'est-ce que les employés font avec la donnée sensible et est-ce qu'on voit des comportements risqués, des comportements criminels. Puis ensuite, avec cette information-là, venir valider que nos pratiques et le suivi qu'on a au niveau des départements est adéquat pour la protection des renseignements. Peut-être pour imager ça, concrètement, en entreprise, on veut automatiser le data custodianship, comme je mentionnais, mais on veut livrer un tableau de bord de compagnie qui va donner une visibilité en continu sur toutes les données sensibles en circulation au travers des départements puis une compréhension du niveau de risque. Donc, une grande entreprise qui a plusieurs départements, si on descend au niveau des départements, même principe, on est capable d'informer les chefs de département
sur où sont les données sensibles au travers des disques partagés, les postes des employés, le OneDrive, l'Outlook. Grosso modo, un inventaire des données sensibles en temps réel. Puis nous, ce qu'on dit, c'est que comment est-ce qu'on peut protéger un actif comme la donnée sensible si on ne le voit pas? Donc, la visibilité et le contrôle sont hyper importants pour faire la gestion du risque. Notre technologie, chez Coach, il y a une différence clé, c'est que toutes les solutions sur le marché aujourd'hui sont vraiment basées sur le suivi du fichier, comme l'espèce de donnée centrale dans les modèles. Donc, toutes les conclusions qu'on retrouve sont associées à des fichiers. J'ai trouvé un fichier avec 100 numéros d'assurance sociale, mais aucune information sur lesquels, c'est quoi le contexte, est-ce que c'est des faux positifs. Et nous, on a une architecture qui est vraiment orientée sur le suivi des informations sensibles elles-mêmes. Fait qu'on suit le numéro d'assurance sociale, peu importe qu'il soit dans un fichier A, B, C ou dans un courriel, on est capable de dire exactement où il est et comment il se propage dans l'organisation. Ça, c'est un volet hyper novateur, puis d'ailleurs, on a déposé des brevets sur cette approche-là. Puis ça représente vraiment un exemple de technologie québécoise qu'on va commercialiser partout au travers du monde. Dans le cycle de vie d'un programme de protection des données, notre plateforme Custodian, elle vient faire deux fonctions. Premièrement, trouver où sont les données sensibles, qui y a accès, de quoi on parle finalement. Une fois qu'on a fait ça, on veut basculer vers un mode de suivi en temps réel. On veut monitorer l'utilisation des données dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce que les utilisateurs font? Est-ce qu'on est conforme à notre politique? Sébastien parlait de SaaS. Bien, c'est une plateforme SaaS. Donc, ça nous permet de livrer de la valeur rapidement. Puis ça se met aussi à l'échelle avec tous les avantages du cloud. Le projet de loi 64, ça va permettre un meilleur contrôle aux citoyens sur leurs données personnelles. Ça permet vraiment de changer d'époque. Avant, on était dans l'époque du Far West. Les entreprises faisaient n'importe quoi avec la donnée. Là, on passe dans un régime légiféré. Puis, cette loi-là va nécessiter aux entreprises de mettre des choses en place pendant les prochains 36 mois. Là, j'ai des murs de texte sur ma slide, mais ce qui est important de savoir, c'est que 22 septembre 2022, il y a une première vague d'adoption qui demande certains des éléments qu'on voit ici. Nous, Coach, on est en mesure d'aider au niveau des processus de notification parce que maintenant, quand il y a une brèche, il faut notifier les clients qui ont été atteints. Comment est-ce qu'on peut faire ça si on ne sait pas quelle donnée a été impliquée dans la brèche? Donc, Coach répond à ce genre de questions-là en donnant des inventaires des renseignements personnels en temps réel pour être capable de rapidement faire les réponses puis aviser les gens qui doivent être avisés. Et à chaque année, sous la loi, il y a des nouveaux requis qui s'inscrivent. Là, j'ai mis en gras certains des requis où on vient aider. Processus de gestion des plaintes, droit à l'oubli, destruction des données clients. Pour faire tout ça, on a toujours besoin d'avoir une visibilité puis un contrôle en continu parce que, exemple, si un client demande à ce que ses données soient effacées, mais on ne sait pas ils sont où, on n'est pas capable de faire ça. Fait que Coach automatise des éléments importants du projet de loi 64 qui vont permettre aux entreprises d'être conformes plus efficacement. On ne veut pas s'embarquer dans des processus manuels. Et finalement, je le répète, le message clé ici, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut protéger un actif informationnel sur lequel on n'a pas une visibilité en continu. Donc, c'était ma présentation. La protection des renseignements personnels, c'est un problème important, grandissant aujourd'hui. Coach a vraiment une vision d'excellence québécoise, canadienne au niveau de l'automatisation de ces processus-là. Et on travaille avec les meilleures firmes dans le secteur financier critique pour développer ce savoir-faire-là, puis ensuite l'exporter. Donc, merci. Puis s'il y a des questions qui s'en viennent, ça va me faire plaisir d'y répondre.